On parle donc aujourd'hui d'outillage des acteurs éducatifs et des écoles et des familles. C'est un sujet, l'outillage, qui préoccupe l'école depuis fort longtemps, hein, des débuts du développement de l'informatique, dans les années 70-80. Les gouvernements successifs se sont préoccupés de l'arrivée du numérique à l'école, à la fois comme réservoir de nouvelles compétences et à la fois comme outil de transformation de l'école. Les gouvernements successifs l'ont fait, on l'a vu dans les 2 derniers gouvernements. Sur le gouvernement précédent, en 2019, la Cour des comptes dressait un bilan sévère d'ailleurs de la politique publique volontariste qui était proposée dans le quinquennat précédent. Elle constatait par exemple un écart important entre l'ambition du plan numérique pour l'école et sa réalisation. En 2020, plus proche de nous, le confinement a encore mis en lumière d'autres enjeux en constituant, je vais le dire comme ça, une sorte de crash test en direct pour la capacité de l'école à exister à distance dans la sphère familiale. 1 ou 2 années après, où en est-on? Pourquoi, comment et à quelles conditions peut-on réussir la transformation numérique de l'école? Je le disais, pour en parler, j'ai avec moi 4 personnes de grande qualité qui incarnent à leur manière les acteurs de ce défi. Voilà, pour vous les présenter. Alors, dans l'ordre où ils apparaissent du plus loin au plus près, Jean-François Cerisier, qui est donc professeur des universités, directeur du laboratoire Techné à Poitiers, qui intervient de façon régulière et depuis de nombreuses années sur cette question de la transformation numérique de l'école. Rosane Mérienne, qui représente ici les collectivités territoriales en tant que présidente de l'ANDEV, Association nationale des directeurs éducation des villes, et directrice générale adjointe de la ville de Noisy-le-Sec, après avoir été pendant de nombreuses années directrice de l'enfance, si je ne dis pas de bêtises, à Saint-Denis. Voilà. Nous avons Florence Biot, sous-directrice de la transformation numérique à la direction du numérique pour l'éducation au sein du ministère de l'Éducation nationale. Donc, échelon évidemment central dans cette question de l'outillage des écoles et des familles. Et Anne-Charlotte Monneret, qui est déléguée générale d'EdTech France, une des 2 associations qui représentent la EdTech en France. Merci à vous 4 pour votre présence. Je propose sans transition à tous les 4 une première question. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit qu'elle est incontournable, avant de se poser la question des moyens, c'est de se poser la question du sens. Au fond, pour le dire très simplement, pourquoi le numérique à l'école? Pourquoi cette transformation numérique de l'école? Allez, je me tourne naturellement vers Jean-François. Jean-François, cette question du sens, est-ce qu'elle n'est pas finalement au cœur de vos sujets au sein du laboratoire Techné? Bonjour, merci. Bien sûr, la question du sens a toujours été posée et je pense qu'elle se pose de plus en plus clairement à tous. Elle se pose cette question du sens à mesure que le numérique prend de l'importance à l'école E majuscule, école, collège, lycée, université. Et donc, je pense que la réponse à la question est assez simple. C'est le sens du numérique à l'école, c'est le sens du numérique dans la société et le sens du numérique pour chacun. C'est-à-dire que l'école est une institution qui institue donc et qui a comme responsabilité l'accompagnement des enfants pour en faire des adultes, des citoyens qui réussissent dans leur vie personnelle, professionnelle, citoyenne. Et en disant cela, je pense qu'on donne le sens du numérique à l'école. On peut le formuler autrement, bien sûr. On peut dire que le sens du numérique à l'école, c'est se donner des moyens d'apprendre mieux et peut-être autrement. Donc c'est un aspect. Et le sens du numérique à l'école, à mes yeux, c'est d'abord apprendre le numérique à l'école. Merci beaucoup. Peut-être juste à côté, Rosane Mérienne, vous êtes à la tête d'une collectivité, ou quasiment à la tête d'une collectivité. Est-ce que ces enjeux vous apparaissent clairs? Quels sont pour vous les enjeux fondamentaux de la transformation numérique de l'école? Alors, on pourrait considérer qu'effectivement, l'ensemble des enfants et des jeunes aujourd'hui ont déjà largement accès ou utilisent déjà très largement les écrans, les ressources numériques. Ils les utilisent très jeunes, parfois dès les poussettes. On voit des enfants avec des écrans dans les poussettes et ils les utilisent aussi de manière parfois quotidienne, notamment quand ils sont adolescents, dans la sphère familiale, dans la sphère de loisirs,
des loisirs, on voit pulluler effectivement dans la sphère scolaire évidemment aussi, différentes sortes d'écrans, et on pourrait penser que ces enfants et ces jeunes, ils ont une habilité, une facilité d'accès en fait à ces ressources numériques. Et je crois que le sens pour nous en tant qu'acteurs éducatifs dans une action qui est nécessairement une action partenariale, c'est de travailler à une réelle maîtrise des ressources numériques dans les attendus, on va dire, que demandent les apprentissages et que demande l'école, et que va leur demander aussi la société dans laquelle ils vont grandir, ils vont s'insérer. Donc, à notre sens, en tant que collectivité locale, pour nous, il y a un enjeu fort en tant qu'acteur éducatif, c'est que rendre le numérique, donner au numérique, mettre le numérique pour les jeunes dans une situation où ils ont une approche, une culture éclairée des écrans, et qui les amène aussi à avoir une gestion de l'information face à une massification de l'information, un accès très large à l'information, qu'ils arrivent à traiter cette information et que ce soit accessible à tous les enfants. Parce qu'effectivement, la question de l'accès éclairé aux ressources numériques, elle est très différente en fonction aussi de la place que le numérique va occuper dans la sphère familiale. Donc il y a un enjeu également pour nous de réduction des inégalités. J'ai vu que c'était un des mots qui ressortait dans le petit sondage qui a été fait tout à l'heure. Mais en tout cas, pour nous, il y a un vrai enjeu en termes de réduction des inégalités dans l'appropriation des ressources numériques. Et puis un deuxième enjeu où, en tout cas, on voit les ressources numériques aussi, ou la transformation numérique de l'école, comme un levier pour engager une transformation aussi des pratiques entre les acteurs dans une logique d'une plus grande collaboration et d'une plus grande complémentarité et continuité éducative. Bonjour à tous. J'enlève mon masque. Je dirais comme Jean-François qu'il y a la nécessité d'éduquer au numérique, enseigner le numérique pour faire de tous des citoyens éclairés, l'information et la communication, l'usage de l'Internet et des réseaux sociaux, la protection des données personnelles, l'impact du numérique sur l'environnement. Ce sont autant de connaissances qu'il faut pouvoir développer chez les élèves, ainsi que des compétences, les compétences douces que le numérique met au cœur de la pratique, la collaboration, la communication, la créativité, l'esprit critique. Donc tout cela, c'est l'éducation numérique, et je crois qu'il y aura un consensus assez large dans l'éducation pour le faire. Ce qui semble aussi consensuel, c'est la crise et le fait qu'on doive construire la résilience de l'école, et que le numérique permet le lien, la continuité du lien entre l'école et la famille, entre l'école et l'enfant malade, entre l'école et l'enfant empêché. Voilà, tous ces deux pans du sens du numérique à l'école sont consensuels, me semble-t-il. Celui qui l'est moins, sur lequel on doit travailler et qui est au cœur de notre système, c'est l'efficacité du service public du numérique éducatif. Quelle plus-value apporte le numérique dans les disciplines, dans les apprentissages? Et là, il y a un doute. Il y a un doute des enseignants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de recherches sur ce point qui ont montré que, en fait, ça n'était pas bien sûr l'outil qui faisait l'efficacité, mais l'enseignant lui-même, sa pratique pédagogique. La façon dont il se servait de cet outil, et ce sera vrai dans chaque métier, me semble-t-il. Et il y a un enjeu de formation des enseignants, et on n'enseigne pas avec le numérique comme l'on enseigne avec les outils traditionnels. Donc il faut aussi faire varier sa pédagogie. On a beaucoup parlé de classe inversée pendant la crise, mais il est évident que si on enseigne de façon frontale en visioconférence, c'est quand même épuisant, peu efficace, et peut-être qu'il faut choisir d'autres modalités qui étaient assez discutées avant la crise, qui le sont moins aujourd'hui. La classe inversée, un certain nombre de professionnels connaissent ici le principe. On donne des contenus aux élèves qui se les approprient chez eux, et en classe, on vérifie un certain nombre d'acquis, on fait des exercices. Donc on inverse en fait le rapport de l'élève à la classe. Je crois donc vraiment qu'il faut s'attarder sur ce dernier pan de l'efficacité du système éducatif et des apprentissages avec le numérique.
Merci. Je vous propose qu'on y revienne tout à l'heure, à la fois la question de la formation que vous avez abordée, et puis sans cette question de l'efficacité. Anne-Charlotte, qu'est-ce qui porte les acteurs de la EdTech en France? Pourquoi le numérique à l'école, Pourquoi le Antonin ? numérique à l'école, oui. Je compléterai rapidement ce que vous avez dit tous les trois, en insistant sur le fait que l'enjeu, c'est pas simplement une simple transformation des outils et des processus au sein de la classe, c'est vraiment adapter l'école à un monde professionnel qui se transforme. Donc on estime aujourd'hui que les jeunes, la génération actuelle va exercer entre 12 et 14 métiers différents au cours de sa vie. Et pour ça, pour être capable de s'adapter à ces différents métiers, les compétences numériques de base et la capacité à apprendre sont essentielles. Donc on comprend aujourd'hui, on sait aujourd'hui que le numérique à l'école, c'est pas seulement un outil, c'est un modèle d'organisation en fait. Et nous l'expérimentons aujourd'hui dans toutes les strates de la société, avec tout ce que ça implique. Donc de la désintermédiation, de l'horizontalité, le primat de l'usager, que ça soit l'élève ou l'enseignant, et surtout l'immédiateté. Et ce qu'on a constaté avec le confinement, c'est un coup de projecteur sur l'urgence de mettre l'école à niveau comme les autres parties de notre société et de former les enfants aux compétences du monde de demain. Parce que comme le disait Roselyne, aujourd'hui on a une jeunesse qui est extrêmement équipée. 90% des plus de 15 ans ont un mobile connecté, mais pourtant ils ne sont pas formés à ces compétences numériques de base, ils ne sont pas formés aux fake news, aux problématiques de harcèlement dont parlait Florence. Et aujourd'hui, on voit que toute la société bouge vis-à-vis de ces enjeux et on se demande pourquoi est-ce que l'école ne bougerait pas aussi. Donc l'école doit bouger et aujourd'hui, on est face à une période de flou relatif où le confinement a bousculé les prérogatives entre qui fait quoi, peut-être un peu entre l'État et les collectivités. Et ça nous a surtout rappelé l'urgence d'agir. Donc la question aujourd'hui, c'est peut-être pas pourquoi le numérique à l'école, mais c'est comment faire en sorte que ça fonctionne, comment on répond à l'urgence des enseignants, des familles vis-à-vis de ces outils, comment on assure aussi un modèle numérique éducatif souverain, on va en parler je pense, et surtout comment on permet à l'école de changer d'air et de ne pas rater le tournant de la transformation numérique. Merci Anne-Charlotte de me permettre cette transition, parce qu'on a commencé par le pourquoi, effectivement, il faut qu'on aille sur le comment. Avant de reproposer une question, deux petits éléments. Donc je vous le disais tout à l'heure, sur le Bicast que vous avez là-haut, en vous connectant sur votre smartphone, bicast.live et en allant dans Outillage École, vous pouvez réagir en direct et poser les questions que vous souhaitez aux intervenants. Vous voyez sur l'écran que quand on les pose, elles apparaissent. Et vous voyez aussi sur l'écran que vous avez la possibilité de voter pour les questions des autres, ce qui, moi, en tant qu'animateur, va me permettre, en fin de table ronde, d'aller poser des questions complémentaires à nos intervenants qui intéressent pleinement les spectateurs que vous êtes. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil pour cette raison-là. Et la deuxième, c'est merci beaucoup aux intervenants. C'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais le temps est court, on a un enjeu qui est très fort. Et donc, c'est un petit peu la commande de départ et qu'ils sont en train de respecter avec beaucoup de sérieux. Donc merci. C'est effectivement une obligation de sobriété dans les réponses, parce que de fait, on a assez peu de temps si on veut faire le tour du sujet et vous laisser du temps aussi pour réagir. On parlait du comment, du coup. C'est vrai que, je le disais tout à l'heure, le déploiement du numérique à l'école fait l'objet de critiques récurrentes, aussi bien en matière de pilotage. Je prends un exemple, parce qu'on a une collectivité territoriale et le ministère, sur la place des uns et des autres, entre le ministère de l'Éducation nationale qui évidemment oriente la politique éducative et oriente également les logiques d'investissement, et au fond, les collectivités territoriales qui ont la responsabilité de ces investissements, avec des réalités locales qui peuvent être différentes. Premier élément. Et puis d'autres critiques, par exemple, sur la question du déploiement des moyens. On voit les critiques ont été formulées au moins sur les premiers volets du PIA et sur l'orientation vers celles et ceux qui avaient déjà la capacité de déploiement massif et donc déjà des moyens. Alors, selon vous, pour une politique publique réussie en matière de développement numérique de l'école, quel pilotage, quelle politique de moyens ? Florence, je sens que vous avez envie de prendre la parole et c'est bien normal. Oui, parce que c'est tout de même au cœur de l'action ministérielle que d'offrir le socle minimum de base à chaque école, collège et lycée. Et c'est ce socle qu'on s'est attelé à définir avec les associations représentatives des collectivités au moment des États généraux, puisqu'on a fait une journée complète
avec les collectivités, déjà pour s'entendre sur le socle à l'école primaire. Quel socle en termes de connectivité, en termes d'équipement, en termes d'accompagnement à la prise en main des matériels, en termes de formation. Donc c'est un socle, un kit de base. Et ce kit de base, on l'a déployé grâce au crédit du plan de relance qu'on a demandé pour permettre qu'à l'école élémentaire, où vraiment il y avait eu la révélation de cet écart entre les territoires. D'ailleurs, je précise que les zones rurales sont plus équipées que les grandes villes, du fait qu'on a eu des plans d'équipement successifs qui ont montré, et on a chiffre à l'appui, qu'on avait déployé là où les gens en avaient le plus besoin, dans les quartiers d'éducation prioritaire, dans les zones rurales, et qu'il restait quand même tout de même des grands pans des écoles. 1 sur 3 ont déclaré ne pas être au socle numérique de base, donc c'est beaucoup. Et on est en train de rattraper le retard. On va équiper 60 000 classes en ce début d'année. Donc c'était un enjeu que de définir ce socle numérique de base. Et ça permet avec les collectivités d'avoir un cadrage accepté, non pas pour contraindre qui que ce soit, mais de dire quels sont, au moins d'exprimer quels sont nos besoins. Et on a fait le même exercice pour le collège et le lycée. J'espère qu'on sera bientôt en capacité de publier ce référentiel. Et ça permettra ensemble, État et collectivités, de s'entendre sur ce qu'est le numérique à l'école dans le minimum, encore une fois, la base. Parce qu'un enseignant qui se trouve en début de classe, en difficulté, qui n'a pas le réseau, dont le matériel ne fonctionne pas, et tout un chacun ayant été enseignant s'est peut-être trouvé dans cette... c'est difficile de mettre en route une classe avec des outils. Si la classe virtuelle ne fonctionne pas, si le matériel ne fonctionne pas, là, tout de suite, on n'y revient pas, on est beaucoup plus prudent au cours suivant. Voilà, donc je crois que vraiment, ça, c'est un point d'alerte par rapport aux échanges qu'on a avec les collectivités qui sont responsables des infrastructures, de l'équipement, de la maintenance. Donc tout ce qui fait cette base dont on a besoin. Alors peut-être dans ce binôme entre l'État et les collectivités, il me semble légitime de laisser la parole à Rosen. Comment vous, dans votre collectivité, sur cette question du déploiement, dans ce binôme, vous vivez les choses et puis qu'est-ce que vous pouvez proposer sur le sujet? Essayez peut-être. Voilà. Ouais, c'est mieux. Non? Vous entendez dans la salle, c'est bon? C'est moyen. Un peu plus Vous haut sur le n'entendez micro. pas. Voilà, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Les compétences, effectivement, comme tu le disais, entre l'État et les collectivités sont assez clairement définies. Les collectivités sont en charge, d'une part, de l'infrastructure, c'est-à-dire de la question du réseau, de l'équipement, jusqu'à la prise en main et la maintenance du matériel. Parfois aussi, on a quand même quelques questions à se poser sur l'équipement des enseignants. Qui ne sont pas forcément, qui ont des demandes particulières à ce niveau-là. Ce partenariat, il est clairement défini. Maintenant, nous, la façon dont on souhaite qu'il se construise, c'est effectivement dans la logique que tu évoquais, sur une dynamique qui soit bien partagée, qui soit réfléchie en prenant en compte les contraintes des uns et des autres, et surtout au regard du budget que ça représente en termes d'investissement pour les collectivités, qui soit efficient. Efficient, c'est-à-dire que ce soit un investissement, alors c'est valable pour les villes qui équipent les écoles, les départements équipent les collèges et les régions équipent les lycées. C'est valable pour les 3 catégories de collectivités territoriales. On souhaite que les investissements qu'on fait soient utiles et utilisés. Alors, ça paraît un petit peu étrange de dire ça. On en sort progressivement, mais on a quand même été parfois face à des situations où on a équipé assez massivement des écoles ou des collèges pour s'apercevoir qu'au bout du compte, ces équipements n'étaient pas utilisés. Pas utilisés du tout, voire pas utilisés à la hauteur des potentialités qu'ils représentaient, parce qu'il faut articuler effectivement avec de la formation, et on est aussi, on l'a déjà évoqué, dans une logique, on parlait de transformation de l'école, on est aussi dans une logique de transformation des pratiques et de transformation aussi de la place de l'enseignant par rapport aux enfants et aux jeunes qu'il a en face de lui, par rapport au rapport aussi à la connaissance et à l'accès à la connaissance.
Donc nous, on est particulièrement soucieux, effectivement, que l'ensemble des investissements qu'on va conduire, qui représentent un budget important pour les collectivités, soient des investissements qui soient utilisés et qui soient bien ancrés sur les territoires. C'est pour ça que quand on se pose la question du pilotage, quand on met en place, quand on déclenche effectivement des investissements, on essaye de le faire de la manière la plus ancrée possible sur le territoire. Donc on travaille bien sûr avec la délégation académique au numérique éducatif, mais on travaille aussi beaucoup avec l'inspecteur de l'éducation nationale ou les inspecteurs de l'éducation nationale, les directeurs d'école, les enseignants eux-mêmes. Et pour donner un exemple, effectivement, dans le cadre, le plan de relance a représenté une opportunité de développement, effectivement, du numérique dans les écoles. Pour donner l'exemple de la ville sur laquelle j'interviens, on a un inspecteur qui est particulièrement soucieux de développer, ou en tout cas de donner sa juste place au numérique dans les classes. Et on a vraiment travaillé au cas, par école, avec des équipements qui sont adaptés à chaque équipe pédagogique, à chaque démarche pédagogique. Donc on a quelque chose qui relève de la dentelle, avec un investissement de l'inspecteur et des équipes pédagogiques qui sont très, très engagées sur ces questions-là. Je voudrais juste pour finir faire un lien, c'est qu'au vu du coût de ces investissements, excusez-moi, je suis très centrée sur la question financière, mais elle est importante aussi, on souhaite aussi au niveau des collectivités travailler à une mutualisation des équipements qui sont mis en place, donc mutualisation sur les différents temps de l'enfant, dans une logique là aussi de continuité, collaboration, plus grande complémentarité aussi entre les acteurs éducatifs. Et donc on essaye d'engager un travail dans le cadre des projets éducatifs territoriaux pour que ce numérique qui trouve sa place sur le temps scolaire, il puisse se décliner aussi de manière complémentaire sur les temps de loisirs de l'enfant et notamment sur les temps périscolaires. Il y a même des collectivités qui mettent aussi les ressources numériques à disposition des familles pour travailler l'éventuelle distance numérique. Je ne sais pas si on peut encore parler de fracture numérique, mais distance numérique qui existe entre les familles et les nouvelles ressources numériques. Et je pense notamment à la question des ENT, qui sont des outils importants dans la communication, mais qui ne sont pas forcément si faciles à utiliser pour l'ensemble des familles. Merci. Peut-être Anne-Charlotte, puisque finalement, la responsabilité des techs dans ces sujets, elle est un peu à tous les niveaux, à la fois en termes de fourniture d'équipements, d'accompagnement sur leur mobilisation. Vous êtes sollicité. Comment est-ce que vous percevez cette question du pilotage ? Oui. Avant de rentrer dans des actions concrètes liées justement à ce fameux pilotage, je tenais à rappeler que le rôle de l'entreprise EdTech, c'est véritablement d'être un facilitateur du numérique pour toute la communauté éducative, donc que ce soit les enseignants, les établissements, les collectivités, l'État. Et l'entreprise se positionne vraiment comme un maillon de cette chaîne. Et je tiens à souligner d'ailleurs la solidarité qui a existé pendant le confinement entre les pouvoirs publics et les acteurs privés, qui a permis de réagir dans l'urgence à une situation inédite. On parlait de prérogatives assez claires entre l'État et les collectivités. Même si elles sont claires sur le papier, c'est vrai que le confinement a quand même bousculé un certain nombre de cadres entre justement les prérogatives liées à l'équipement et celles liées au contenu pédagogique. Et justement, du coup, sur ces sujets de pilotage, je pense qu'il faut distinguer deux temps. Un temps très court terme, avec l'objectif de faire en sorte que ça marche pour tout le monde, sur tout le territoire. Et un temps plus moyen terme, plus long terme, avec une potentielle simplification de toute la gouvernance du numérique éducatif en France. Je parlais de court terme. Je vais proposer quelques pistes, quelques exemples d'idées actionnables sur les 6 prochains mois. Déjà, peut-être réfléchir et mettre en place une solution souveraine de visioconférence, parce que c'est vrai qu'on a tous basculé dans l'utilisation d'outils américains dans le cadre scolaire public. J'étais enseignante pendant le premier confinement, et bien c'est vrai que j'étais aussi sur Zoom, il faut le dire. Donc ça, je pense que c'est un des enjeux urgents et majeurs et relativement simple à mettre en place pour amorcer justement concrètement cette souveraineté éducative. C'est en cours, je sais. Mais je le redis parce que ça paraît évident, mais c'est la première brique en fait. Après, il y a évidemment la capacité pour les établissements de s'équiper de manière autonome et rapide en ressources numériques, donc le fameux compte ressources sur lequel peut-être Florence reviendra. La question aussi du GAR, faire un rapport efficience-coût et examiner les pistes de développement pour les mois à venir. Le dispositif TNE à étendre évidemment à tout le territoire. Ensuite, peut-être potentiellement intégrer une discipline au collège dédiée à l'enseignement du numérique.
la question de la formation des enseignants, sur lequel on reviendra, et la nécessité sur le territoire d'avoir des lieux d'échange, des accélérateurs pédagogiques qui seraient idéalement pilotés par les collectivités pour pouvoir justement que ces outils EdTech privés soient adaptés aux besoins du terrain, en fait. Parce qu'une solution EdTech, elle fonctionne quand ? Elle fonctionne quand elle répond à un besoin et quand elle a la certitude d'être ensuite utilisée au quotidien de manière pérenne. Donc justement, en termes de pilotage, il y a plein de choses formidables qui se passent, notamment dans le domaine de la santé, avec des instances de gouvernance communes, comme l'Agence numérique de la santé, avec au sein d'une même structure des représentants des collectivités, des 3 ministères, des opérateurs d'État, de la filière. Et c'est peut-être pas applicable au monde de l'éducation, mais en tout cas, cette idée de gouvernance à plusieurs têtes, ça permet de financer localement des projets de manière peut-être plus précise, plus adaptée aux besoins, et d'avoir un niveau d'avancement sur le territoire qui suive justement l'avancement global du territoire sur ces sujets du numérique, pas que liés à l'éducation. Merci beaucoup, Jean-François. L'œil du chercheur que vous êtes, parce que finalement, vous observez à la loupe un petit peu les réalités de chacun des acteurs qu'on vient d'entendre. Donc l'œil de l'observateur. Moi, je peux reformuler la question. J'ai essayé de reformuler la question en entendant ta question et les interventions. Bien sûr. Les 3 interventions. Et je me disais que la question, en fond, c'est comment faire au mieux avec des moyens finis et des acteurs multiples. C'est une question compliquée et j'ai envie d'y réagir, pas d'y répondre, mais d'y réagir avec 2 éléments. Le premier, c'est que c'est la finalité qui doit nous guider. Donc ne pas perdre de vue la question du sens que tu posais au début et sur laquelle on s'est exprimé au début. Et il n'est pas exclu qu'on l'oublie de temps à autre, pris par les mécaniques que chaque structure, chaque acteur peut avoir, et ses objectifs propres, sachant que les objectifs des uns ne sont pas nécessairement les objectifs des autres, et qu'il est important d'avoir un référentiel commun des finalités qui, elles, sont communes. Et rien n'empêche de poursuivre des finalités communes en ayant des objectifs propres différents. Donc ça, c'est une première remarque. Une deuxième, c'est que les moyens sont finis, donc il faut faire des choix. Et que donc les choix, ça veut dire toujours trouver l'équilibre entre l'utilité et les investissements ou la dépense. On ne peut pas tout faire. Je crois qu'il faut aussi avoir vraiment ça en tête. On peut avoir l'illusion de pouvoir équiper de façon performante tous les enseignants, tous les élèves, tous les établissements et d'engager tous les types d'utilisation qui seraient les plus efficaces du numérique. Mais ça, c'est une illusion. Donc il faut faire des choix. Il y a un principe que je propose qui est un principe de parcimonie, mais pour d'autres raisons encore, qu'on évoquera peut-être ou peut-être pas, c'est-à-dire on ne peut pas tout faire parce que les moyens sont finis. Les moyens finis ne sont pas seulement les moyens financiers qui ont été évoqués, sont aussi les moyens, c'est aussi la planète par exemple, qui nous apporte quelques contraintes, on le sait, donc c'est une question importante. Et l'autre question qui me semble très importante et qui était très bien illustrée par les points de vue exprimés précédemment, je l'ai dit, les acteurs sont multiples et donc il faut évidemment qu'ils travaillent ensemble. Ça suppose non seulement un référentiel commun des finalités, mais ça suppose aussi des mécanismes de partenariat, de gouvernance. Certains acteurs sont des acteurs d'évidence et ils sont là, c'est-à-dire l'État, les collectivités, les entreprises. Ça n'était pas si évident que ça il y a quelques années, mais ça l'est aujourd'hui et c'est très bien. Et il y en a d'autres qui ont été signalés aussi, les familles par exemple, et les associations, les structures qui peuvent les représenter parfois, les associations de façon plus générale autour de l'école, et sans doute d'autres acteurs que j'oublie, enfin un en particulier que je ne vais pas oublier, c'est la recherche, évidemment. Et je pense qu'il y a besoin de penser des écosystèmes d'innovation, mais pas que d'innovation, des écosystèmes tout court, les écosystèmes du numérique pour l'éducation, avec tous ces acteurs et une gouvernance équilibrée entre tous ces acteurs, et avec un point à régler qu'on a déjà entendu, qui est sans doute mieux traité qu'il ne l'était il y a quelques années, mais sans doute pas encore de façon complètement efficace. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes que tu citais, Antonin, pointait cette difficulté, c'est-à-dire les inégalités, pardon, pas les inégalités, les iniquités territoriales.
et la façon de les régler. Et l'équation difficile à régler est la suivante, la tension difficile à résoudre est la suivante, c'est prendre bien sûr en compte toutes les spécificités, les projets du contexte local, quelle que soit l'échelle locale, la commune, l'agglomération, le département, la région, etc., avec une vision nécessairement nationale de l'éducation nationale qui guide justement ce principe d'équité. Donc comment faire une politique nationale qui pour autant ne s'applique pas exactement de la même façon partout et qui respecte un principe d'inclusion et d'équité. Vous voulez rajouter un petit quelque chose? Oui, un petit peu de la provocation. On a le droit. À l'éducation nationale, nous sommes habitués à la sobriété. Nous n'avons pas d'ébauche de moyens. Et donc, nous sommes vraiment habitués à faire beaucoup avec peu. Donc, Jean-François, je te rassure, le socle numérique de base, c'est vraiment ce qui a été défini comme l'incontournable. Donc, on n'a pas dans les classes, sauf si quelqu'un me dément ici et qui a la chance d'avoir, comme sur le stand de l'éducation dans ce salon, tout le dispositif Archiclass, c'est-à-dire les équipements, le mobilier, la réflexion sur l'espace, l'occupation. Ça, c'est la classe du futur. C'est la classe qu'on pourrait avoir aujourd'hui, mais qu'en réalité, on a assez peu, mais dont on rêve, c'est la promesse. Mais aujourd'hui, on a surtout à se battre pour avoir le socle numérique de base. Donc et puis, je voudrais revenir quand même sur cette sobriété. Elle a un sens aussi en matière de développement durable. Donc, il faut qu'on ait une réflexion aussi sur les équipements, ce qu'on achète, la façon dont on l'utilise, la philosophie aussi qu'il y a derrière la consommation. Et je voudrais en arriver à un point important qui est vraiment une des priorités des États généraux de l'année dernière, c'est de travailler sur les communs numériques. Comment les acteurs publics, privés peuvent s'associer pour créer à la fois des outils, mais aussi des outils, des services qui soient mis au service d'une communauté qui elle-même enrichit ce patrimoine. Et les ressources éducatives libres, ce sont celles que les enseignants font eux-mêmes, qu'ils partagent. Et on va peut-être vers un avenir où chacun mettra en partage et d'autres s'empareront de ces ressources pour les améliorer et les partager à leur tour. Donc la construction de ces communs, et ça n'est pas une dichotomie par rapport à un marché, ça va ensemble avec les entreprises. Je crois qu'il y a vraiment des expériences intéressantes en la matière qu'il faut pousser. Entraîner les enseignants non pas dans des modes de consommation, mais dans des modes de production, s'enrichissant eux-mêmes de la pratique de leurs pairs. Voilà, c'est vrai, là aussi, ça rejoint la question de la sobriété en matière de formation, la sobriété en matière de consommation. Nous y sommes accoutumés à l'éducation nationale, mais c'est pas par défaut qu'il faut le faire, c'est aussi par choix et par vision d'avenir. Merci. Jean-François, tu voulais dire un mot, je ne sais pas si... Un mot vraiment, parce qu'il faut qu'on avance. Je vais proposer d'ailleurs une réorganisation de l'animation pour la suite, pour qu'on ait le temps je partage complètement l'analyse de Florence et je ne faisais pas de procès en gabegie de l'État, bien sûr. Très bien. Il y a beaucoup de réactions et je propose qu'on avance à partir de là. On se souvient, parce que on a préparé ensemble un petit peu cette table ronde, donc vous avez en tête les sujets que vous aviez envie d'évoquer. On ne les voit pas, les réactions, nous. On ne les voit pas. Elles sont là. Alors, oui, vous ne les voyez pas. Non, mais alors là... oui, vous êtes obligé de vous retourner, en fait, pour les voir. En fait, on n'avait pas vu qu'il fallait se pencher sur... C'est pas pratique, effectivement. Je pensais que vous aviez accès à l'ensemble de l'écran retour. Non, c'est pour ça qu'on ne réagit pas. Alors, il y a beaucoup de réactions et je vous remercie de le faire. Et du coup, il faut qu'on s'en serve. Il y a des sujets qui sont portés pas mal sur la question de la formation. Et ça tombe bien parce que c'était un sujet qu'on avait envie d'aborder ensemble. Par exemple, alors je vais vous en trouver une parce que ça commence à faire beaucoup de... La formation, je vois qu'elle revient dans pas mal de questions. La question de la formation est centrale.
Eh bien, voilà, on a des intentions, mais est-ce que ça rejoint les actes? C'est ce que... Alors celle-là, voilà. Par Voilà. exemple, c'est celle qui a reçu beaucoup d'approbation du public. Quand est-ce que les Ouais. intentions rejoindront les actes? Peut-être là, c'est aussi la question du comment. Hein. Oui, bah, je voudrais quand même donner 2 éléments. C'est qu'on a repositionné l'opérateur Canopé, réseau Canopé, sur la question de la formation au numérique et par le numérique. Hein. C'est un opérateur important. Il y a 1400 personnels, un réseau de proximité justement à travers les ateliers, des compétences, des ressources. Et ce sont des personnels qui vont œuvrer beaucoup plus fortement à la formation des enseignants. Par ailleurs, on a rétabli, on va le faire progressivement à partir de janvier, la certification numérique des professeurs à l'entrée dans le métier et en cours de carrière. Le CE2I2E existait en tant qu'obligation jusqu'en 2014. Hein. C'était une demande forte à la fois de la Cour des comptes au moment de son rapport, mais des enseignants eux-mêmes, que d'avoir des outils d'auto-positionnement, de formation, de certification. Et donc, c'est tout ce continuum qu'on a construit avec PIX, Réseau Canopé et le CNED pour la certification à distance. Donc, je crois que vraiment, il va y avoir des avancées concrètes en matière de formation, à la fois sur des formations de type parcours, approfondissement, et des formations, disons, just in time. On a besoin, c'est presque, voilà, c'est du micro-learning, on a un besoin, on a une réponse. Donc, il faut varier aussi les dispositifs de formation pour répondre aux besoins. Sur cette question de la formation, peut-être d'autres réactions, Anne-Charlotte Est-ce que vous m'entendez? Parfait. J'enchaîne justement parce qu'on parlait des enjeux du numérique et en fait pour que le numérique soit social et inclusif et remplisse la mission de l'école républicaine, il faut une formation des enseignants à la hauteur des enjeux. Donc je sais que Jean-François va nous faire un calcul des coûts parce que c'est vrai qu'il y a 1 million d'enseignants en France. Si on met 100 € sur chaque personne, même ceux qui ne sont pas bons en maths, je vous laisse calculer, l'enveloppe devient vite très lourde. Mais pourtant, quand on regarde les chiffres qui témoignent de la satisfaction des enseignants vis-à-vis de leur formation, c'est assez, non pas inquiétant, mais en tout cas, le sujet est central. Donc en 2018, il y a 45% des enseignants du second degré qui estimaient que leurs besoins en formation n'étaient pas couverts. C'était avant le Covid. Et en 2017, il y avait 40% des professeurs des écoles qui disaient qu'ils n'avaient reçu aucune formation au numérique dans les 2 dernières années. Donc là, il y a quand même un sujet qui n'est pas potentiellement d'améliorer la formation, mais qui est déjà de la mettre en place sur ces sujets du numérique. Et c'est central parce qu'on sait que l'enseignement à distance, l'hybridation, remet la question du contenu et de la capacité pédagogique à le transmettre au centre. Donc on n'enseigne pas de la même manière quand on utilise le numérique et ça nécessite énormément d'investissement et de travail, qu'importe l'âge de l'enseignant et qu'importe son appétence naturelle au numérique. Si on n'a pas forcément un argent illimité pour former, il y a d'autres moyens de le faire. Il y a des lieux communs, des accélérateurs pédagogiques dont je parlais, où on peut mettre face à face des chercheurs, des enseignants et des entreprises qui justement travaillent ensemble, co-construisent. Ce mot est un peu bateau, mais en fait pour avoir une solution qui fonctionne, il faut le faire. Et ça permet aussi d'intégrer le retour des enseignants. Donc même un enseignant qui n'est pas forcément formé au numérique, il a une opinion sur un outil numérique et il est capable de savoir quoi dire pour que ça soit le mieux adapté à lui. Donc je pense qu'il faut favoriser ces espaces d'échange, former les acteurs par l'action du terrain, que ce soit grâce à des acteurs comme Canopé, mais aussi grâce aux entreprises, et favoriser cette formation de pair à pair aussi, parce qu'on a des ressources formidables dans l'éducation nationale qui sont compétentes sur ces sujets du numérique, et ça ne nécessite pas forcément un CPF à 1 000 € par enseignant. Rosen, peut-être former, on parle de former les enseignants, il y a peut-être aussi une diversité d'acteurs qui dépassent le seul cadre des enseignants dans l'accompagnement numérique des élèves. Oui, tout à fait. Alors, la formation des enseignants, effectivement, quand on parlait de compétences, elle relève du ministère de l'Éducation nationale. Donc ça, c'est un point de vigilance. Quand on parlait de la dimension de partenariat équilibré, c'est nécessairement quand on équipe un territoire, le lien qu'on doit travailler avec les acteurs locaux de l'éducation nationale pour que le déploiement d'un matériel soit associé effectivement à la mise en place de formation. Tu évoquais tout à l'heure la place de Canopé, qui est un opérateur avec lequel on travaille aussi beaucoup dans les collectivités, dans cette logique de mutualisation
des temps de formation. C'est-à-dire qu'on a des objets qui sont spécifiques à chacun des acteurs, on a des objectifs qui sont une vocation d'actions différentes en fonction des acteurs, qu'on soit sur le temps scolaire ou le temps de loisir de l'enfant, mais il y a des objets partagés qu'on peut retrouver dans des temps de formation partagés. Je pense notamment à la question de la prise en main des matériels. Je pense à des choses qu'on peut travailler sur le temps scolaire et périscolaire, les questions de codage, les questions de robotique aussi. Et l'opérateur Canopé représente un double avantage, c'est qu'il prend en compte cette dimension de complémentarité des acteurs, donc il prend en compte la formation non seulement des acteurs sur le temps scolaire, mais également sur les temps périscolaires de l'enfant et du jeune. Mais il représente aussi l'opportunité de travailler, d'accompagner sur la question de la maintenance, qui est quand même une vraie difficulté aussi. C'est qu'une fois qu'on a installé, il n'y a pas forcément la compétence au sein des équipes des acteurs locaux de l'éducation nationale, il n'y a pas forcément l'accompagnement qui est possible au niveau des directions de l'informatique dans les collectivités. Et Canopé permet d'assurer ce qui n'est pas réellement de la maintenance, mais ce qui est vraiment la question de la prise en main, de l'accompagnement à la prise en main du matériel, et à travailler aussi la mutualisation des moyens qu'on met à disposition des écoles en organisant le partage des ressources numériques entre les différents établissements scolaires. Donc je crois qu'effectivement c'est un opérateur qui est pertinent dans sa prise en compte de l'enfant dans la globalité de ses temps. Jean-François, quand on préparait cette table ronde, vous nous aviez effectivement, et Anne-Charlotte y faisait référence, parler du défi que représentait cette question de la formation. Plusieurs défis en réalité, mais celui annoncé par Anne-Charlotte est arithmétique. Donc c'est une évaluation avec une louche très, très large. 1 million d'enseignants. Si on estimait que l'équivalent d'une semaine de formation serait nécessaire pour un enseignant, c'est environ 1 000 €, donc ce qui ferait à peu près 1 milliard d'euros par an. Ça veut dire que ce n'est pas possible. Donc la réponse aux nombreuses questions qui sont posées au sujet de l'augmentation nécessaire du temps de formation continue des enseignants a comme réponse « ça n'est pas possible avec des façons de faire classiques pour ce qui est de la formation continue des enseignants ». Ça veut dire qu'il faut changer de façon de faire, ça a été un peu évoqué. C'est-à-dire que la formation classique, qu'elle soit en présentiel ou à distance, avec le formateur qui forme, les enseignants qui se forment, ne peut pas fonctionner. Il ne peut fonctionner que marginalement. Cela veut dire qu'il faut avoir une autre approche, et l'autre approche, elle est tout à fait évidente. Elle est d'ailleurs demandée systématiquement par les enseignants. C'est permettez-nous d'avoir du temps de co-formation, de travailler avec nos collègues et d'avoir un apport d'expertise. Ce que l'on attend des formateurs, ce n'est pas un format classique de formation, c'est un accompagnement, une réponse à nos questions, un apport d'expertise. Donc en fait, une politique qui faciliterait, organiserait, structurerait, donnerait les moyens de cet accompagnement, cet apport d'expertise à une co-formation des enseignants serait sans doute beaucoup plus faisable que les formats classiques que nous connaissons depuis longtemps, qu'elles soient encore une fois en présentiel ou à distance. Et autre point, donc voilà, c'était ça le petit calcul simple. L'autre point, c'est que quand on évoque la formation, d'ailleurs dans les questions, je pense, qui sont posées et que l'on voit défiler si on se penche, il me semble qu'elles s'adressent ou qu'elles évoquent la formation continue des enseignants. Évidemment, elle est très importante parce qu'il y a beaucoup plus d'enseignants en poste et donc qui ont besoin d'une formation continue que de futurs enseignants qui n'y sont pas encore et qui ont besoin d'une formation initiale. Pourtant, il me semble que la formation initiale des enseignants doit aussi être considérée, voire reconsidérée. Bon, je pense que ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais moi ce que j'observe, certes de loin, c'est que le numérique a une place relativement faible dans la formation initiale des enseignants. Et que donc on ne peut pas compter sur le renouvellement des générations d'enseignants pour avoir une population d'enseignants qui se sentira à l'aise pour les usages qu'ils souhaitent réaliser avec ses élèves du numérique à l'école. Et puis, et j'en termine là, il n'y a pas que la formation continue et la formation initiale des enseignants, il y a la formation de tous les autres et la co-formation de tous les autres. Donc là encore, je parlais d'écosystème tout à l'heure, mais je pense qu'il faut aussi évoquer ces écosystèmes pour la formation. Rosen l'a évoqué pour les techniciens, pour des tâches techniques. On peut aussi revenir vers la question des parents, évidemment. Donc là, l'éducation nationale, notamment au travers de territoires numériques éducatifs, met en place
une partie du dispositif pour l'accompagnement des parents, et c'est très très important. Évidemment que le numérique des questions porte aussi sur cette question du numérique à la maison, notamment en temps de confinement, et des iniquités que cela induit. Bien évidemment que la première difficulté pendant le confinement n'a tout de même pas été l'équipement des enfants et des parents. Bien sûr, c'en a été une, mais c'est plutôt la capacité des parents à accompagner leurs enfants. Merci beaucoup. Alors, Oui, une petite minute, on vous mettra pas forcément quand même, d'accord. on a aussi un opérateur qui s'appelle la Trousse à Projet, qu'on a vraiment mandaté dans les territoires numériques éducatifs. Tu le disais, c'est 12 territoires sur lesquels on s'investit particulièrement pour démontrer les conditions d'un bon déploiement du numérique, avec bien sûr ses facilités et ses contraintes. Il y a des difficultés, bien sûr. Mais la Trousse à Projet a déjà produit des ressources pour les parents qui sont accessibles sur Eduscol. Également signé beaucoup de conventions avec les associations qui s'occupent d'aider les parents éloignés du numérique. C'est tout un réseautage, une formation aussi des directrices et des directeurs d'école, la définition aussi d'un réseau de parents ressources qui sont particulièrement accompagnés et dont on va pouvoir aussi, non pas certifier, mais attester de compétences numériques. Donc on va aller prendre la Trousse à Projet, c'est pas la Trousse à Projet va vraiment les aider à devenir des parents qui peuvent accompagner leurs enfants dans les usages numériques. J'ajoute très rapidement quelque chose, Antonin. Très rapidement. Sur le déploiement des conseillers numériques par la Caisse des dépôts. Pourquoi ? Parce que le sujet du numérique, il faut qu'il sorte de l'école. Il faut qu'il soit au sein de l'école, enseignants, CPE, personnel de direction et toutes ces personnes qui font qu'un collège, un lycée, une école est une école. Mais il faut que ça sorte de cette enceinte et que ça infuse dans la communauté des parents, ça infuse dans les réseaux de médiathèques, ça infuse dans les centres d'animation de la ville. Et le dispositif des conseillers numériques, qui serait à mon sens à pousser encore plus loin, permet aussi ça, d'avoir un fil rouge du numérique et qu'on ne soit pas chacun en train de faire nos choses dans notre coin. Donc j'ajoutais ça parce que c'est un bon complément, à mon sens, à la Trousse à Projet. Merci. Je vous propose un petit jeu pour les quelques minutes qui nous restent de questions-réponses. C'est-à-dire que je vais prendre des questions qui sont posées par la salle et qui recueillent une demande en tout cas. Et je vous propose d'y répondre, mais très rapidement. C'est-à-dire que vous avez 30 secondes, 1 minute maximum pour porter une réponse, et pas forcément tous. C'est-à-dire que ça me permet aussi d'avancer après dans les questions. Une question qui est arrivée très rapidement. OK, outiller les écoles et les familles, c'est une question de hardware, c'est une question de software, c'est une question de formation, c'est aussi une question de compétences. Est-ce que dans ce cadre-là, il ne faudrait pas faire de l'éducation aux médias et à l'information un enseignement, c'est-à-dire plus qu'aujourd'hui dans une dimension transversale, mais vraiment la question qui est posée et qui a été votée par 8 personnes dans le public, un enseignement en tant que tel. Tu veux une réponse rapide? Oui. On l'a dit. Rosen. Alors, moi, je ne peux pas répondre sur le temps scolaire, ce n'est pas ma compétence, mais par contre, c'est un sujet, l'éducation aux médias, qui est investi par les associations d'éducation populaire, donc qui viennent en fait agir sur cette question, sur les temps de loisirs de l'enfant. Je pense à la Ligue de l'enseignement, je pense au CMEA, qui sont très actifs sur cette question, donc toujours cette question de la complémentarité des savoirs et des apprentissages. Et je complète en disant que le prof doc, malheureusement aujourd'hui, se charge de tout ça. Donc il faut aussi respecter les documentalistes qui ont une fiche de poste assez remplie, et créer un enseignement dédié permet aussi de libérer ce poste crucial au sein des collèges et des lycées. Merci. On a quand même, pardon, Florent, j'avais pas vu. on a quand même ce personnel très important du professeur documentaliste, effectivement, et puis beaucoup d'autres professeurs qui assurent ce socle. Le socle des communs qu'on doit avoir en matière d'EMI. Une matière à soi seule, on a créé la matière informatique finalement. On le dit assez peu, mais à partir de la seconde, maintenant, et en seconde, tous les lycéens ont un enseignement spécifique, une matière spécifique. Pourquoi pas pour l'EMI, mais il faut poser cette question au Conseil supérieur des programmes. On a une instance indépendante à l'éducation qui travaille sur ces questions. Allez, on parlait tout à l'heure de provocation. Il y a 2-3 questions un petit peu provocantes sur la question de la place des entreprises dans l'école et des EdTech qui sont posées.
Est-ce que vraiment on doit s'appuyer sur les EdTech pour la souveraineté numérique? Est-ce que s'appuyer sur le privé pour la formation des enseignants? Il y a écrit pas très rassurant. Voilà, Anne-Charlotte, peut-être une réaction par rapport à ces sujets? Je serai brève. Je pense qu'il faut comprendre qu'il n'y aura pas de retour en arrière en fait, sur le sujet du numérique à l'école. Et comme il n'y aura pas de retour en arrière, il faut déconstruire la peur. Parce qu'il y a des peurs qui subsistent. Ça se ressent parfois dans les questions, ça se ressent quand on va sur le terrain. Et il faut bien comprendre que le numérique à l'école, qui émane notamment de structures privées, n'a pas du tout pour but de remplacer l'enseignant. Et on sait, tout le monde sait, que le numérique est un outil formidable s'il est bien utilisé, mais que c'est complètement catastrophique si il est mal utilisé. Donc ça, on le sait. Et justement, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable de développer un écosystème d'entreprises françaises suffisamment fort pour être capable d'encaisser le besoin de milliers de connexions au même moment quand il y a des situations particulières, mais aussi au quotidien. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres du marché de la EdTech, eh bien, on se rend compte qu'on n'est qu'au tout début. Le marché mondial de l'éducation est estimé à 500 milliards de dollars en 2025. Aujourd'hui, on sait qu'il est digitalisé à moins de 10%. Donc en fait, on est dans un processus qui commence à peine. Et donc aujourd'hui, la place des EdTech, des entreprises privées, c'est où? C'est pour répondre à un besoin, je vous l'ai déjà dit. C'est dans le respect d'un cadre national clair, d'un cadre RGPD clair, et surtout dans une démarche de co-construction, donc de prise en compte des retours terrain des enseignants. Et ça, la question de la formation, évidemment que c'est important d'avoir des enseignants qui comprennent ce que c'est que le monde de l'entreprise et que sur certains sujets, ils puissent aller voir des entreprises qui travaillent avec des enseignants, parce que les entreprises EdTech, elles savent accompagner les enseignants, elles ont cette capacité à travailler sur le terrain, elles ont des ambassadeurs, mais après, évidemment que ça reste une prérogative publique, la formation des fonctionnaires, évidemment, une entreprise ne s'y substituera jamais, mais il faut comprendre que pour que ne restent que les solutions les plus pertinentes, les plus proches des enseignants, les plus à la pointe de la technologie française, il faut leur donner les moyens d'action, donc des investissements privés, des investissements publics et un véritable marché de l'éducation en France. Jean-François, vous nous confiez à la préparation de cette table ronde que, avant votre parcours de chercheur, vous aviez été vous-même EdTech. Ça vous donnait un regard particulier sur ce sujet. Ça me donne une certaine sensibilité à la façon dont les entreprises EdTech travaillent. Elles sont, en France, il faut le dire, je parle comme observateur, assez vertueuses parce qu'elles sont attentives à ce qui se passe dans le système éducatif. Et on l'a vu, je crois qu'il faut le souligner, c'est pas documenté, pas assez documenté. Ce serait intéressant de le faire, c'est de voir ce qu'ont fait ces entreprises pendant le confinement. Je pense que il faut le souligner ici. Ensuite, il y a une vraie tension, une vraie question politique. C'est la question de la régulation des EdTech. Il y a plusieurs façons de l'envisager. Alors, soit elle est totalement libérale au sens néolibéral, et c'est une logique d'offre et de demande qui prévaut. Et c'est pas tout à fait la situation d'aujourd'hui, mais ça reste un peu la situation d'aujourd'hui. Donc il y a une offre, elle est foisonnante, extrêmement difficile à comprendre pour les enseignants, les établissements. Et il ne suffit pas de faire des portails, des catégories, etc. Ça ne suffit pas, c'est bien plus compliqué que ça. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, mais c'en est une vraiment importante. Et l'autre façon de réguler le marché, c'est passer d'offre et demande à offre et besoin. C'est-à-dire que entre guillemets, le client soit un client qui puisse dire de façon très précise ce dont il a besoin, et sans pour autant tuer l'inventivité et les initiatives du secteur EdTech. C'est une équation très difficile à résoudre. J'ai envie de vous poser à tous et toutes une dernière question, parce que le minuteur nous rappelle qu'on va être obligé malheureusement de s'arrêter. On est dans une période où largement on a vu dans la discussion comment le temps qui s'est écoulé les 2 dernières années est fondateur dans la réflexion qu'on va avoir. On a une réalité aussi aujourd'hui en 2021, c'est qu'on est juste avant 2022. Imaginons que, on disait comment réussir la transformation numérique de l'école. Alors allons-y, en 2022, le nouveau gouvernement, quel qu'il soit, se pose la question d'une feuille de route pour le numérique à l'école, et il vous demande conseil, à chacun à votre place, aux uns et aux autres, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir la transformation numérique de l'école. Les ministres, ils ont peu de temps, hein, donc vous avez 30 secondes, 1 minute pour répondre maximum. Qui veut commencer ? Florence. Allez, je me lance. Eh bien, je dirais à notre nouveau ministre,
clarifier le sens que l'institution attend de ses personnels aussi. Qu'attend-on des personnels de l'éducation en matière de compétences numériques et de finalité du numérique à l'école? Et surtout, faites en sorte que le numérique soit plus égalitaire, qu'il assure une certaine mixité. Et je lui dirai, je lui montrerai à quel point on a besoin des garçons pour aller vers les filières et les métiers, mais à quel point on a aussi besoin des filles et à quel point elles sont sous-représentées. Donc on a vraiment besoin de travailler sur un enseignement non genré du numérique. Ça vaut dans d'autres matières, mais dans celle-là, c'est très très fort. Qu'il faut dépasser un certain nombre de biais, de biais mentaux, en fait, de stéréotypes, et que bien on en est tous victimes certainement. Et donc il faut aussi de la formation en cette matière pour attirer les filles vers les filières et les métiers du numérique et les garder. Je dirais aussi aux entreprises de garder les filles quand on a pu les attirer vers elles. Merci. Allez, Jean-François. Moi, je veux bien. Alors moi, en fait, je n'ai pas tellement envie de m'adresser au futur président de la République ou à la future présidente de la République, mais plutôt aux candidats et aux candidates. Et ce que j'aurais envie de leur dire, c'est faites de l'éducation et du numérique pour l'éducation un sujet de la campagne. Il est beaucoup plus important que ceux des sujets qui sont traités aujourd'hui dans les débats que l'on peut entendre. Qui veut prendre? Rosane. Je ne peux que abonder dans ce que vient de dire Jean-François sur la place de l'éducation dans le débat présidentiel qui va s'engager. Deux éléments à prendre en compte tout particulièrement, la façon dont le numérique peut accompagner une éducation qui soit plus inclusive et qui réponde du coup à l'individualisation des apprentissages et que chaque gamin puisse trouver, chaque enfant et jeune, que cet outil favorise en fait la place que chaque enfant et jeune peut prendre dans son éducation. Et le deuxième élément, c'est la façon dont le numérique peut engager des transformations, et je l'ai déjà dit, sur la question des pratiques pédagogiques, vers plus de collaboration, vers plus de coopération entre les enfants et les jeunes eux-mêmes, parce que je pense qu'il y a un vrai levier à ce niveau-là, entre les adultes éducatifs, les acteurs éducatifs et les jeunes, et entre le système public d'éducation et les familles. Anne-Charlotte. J'ajouterais de faire confiance aux enseignants, de faire confiance aux entreprises, de donner la capacité aux établissements de France de tester des choses, d'expérimenter, de se tromper, peut-être parfois aussi, mais de réussir. Et cette confiance et cette question du numérique est en effet centrale et mérite d'être au cœur des débats politiques de 2022. Pourquoi ? Parce que c'est aussi se poser la question de qu'est-ce que le plus beau métier du monde demain ? Ça veut dire quoi être enseignant demain ? Ça nécessite quelles compétences ? Qui sera enseignant ? Comment ? Et ça, c'est des questions fondamentales pour notre société. Donc j'espère que le numérique sera un des leviers d'action sur ce vaste sujet. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos interventions. Merci pour votre présence et votre écoute attentive. Voilà, à bientôt.